questions et on appelle Dominique Lenaine, chirurgie de reconstruction des membres, expérience et place du transfert de fibula vascularisée. Le professeur Dominique Lenaine est professeur des universités de Brest, chirurgien orthopédiste en chirurgie de la main et en microchirurgie. Merci. Madame la Présidente, Messieurs les modérateurs, Messieurs les membres de l'Académie, je vous présenter effectivement une expérience de fibula vascularisée. Et puis, comme on est dans le cadre de l'innovation, on verra peut-être à la fin si la fibula vascularisée est toujours d'actualité. Alors, c'est un transfert qui est connu de longue date et plusieurs noms prestigieux sont attachés à la fibula comme Taylor, Gilbert, Baudet et Jean-Luc Cariou. L'avantage de la fibula, c'est de pouvoir offrir un capital osseux assez important en cas de défect des os longs des membres. On peut aussi y associer des transferts composites. Alors, je ne reviendrai pas sur la technique qui peut se faire donc en décubitus dorsal ou en décubitus latéral en fonction du siège du site donneur en particulier, si c'est le membre inférieur par exemple ou si c'est le bras homolatéral. Je ne reviendrai pas sur la technique non plus, et en particulier donc le siège du heel de l'axe fibulaire au niveau de la fibula. Non plus sur la technique d'incision, soit longitudinale, soit plutôt recourbée vers l'arrière. C'est ce que j'utilise moi depuis de longues années déjà, ce qui permet de parfaitement pouvoir dégager la partie haute de la fibula. On peut très bien faire une incision droite. Donc, c'est tout ce que j'ai sur la technique. Par contre, ce qui est intéressant, c'est quelques trucs et astuces que m'ont apporté un peu l'expérience. D'abord, c'est surdimensionner le prélèvement, ce qui permettra de pouvoir ajuster le prélèvement en fonction des sites d'anastomose ultérieure. C'est de réaliser assez rapidement l'ostéotomie de première intention, ce qui permet de pouvoir tourner en avant et en arrière, de faciliter le temps de dissection. C'est aussi de bien respecter, bien entendu, en cas de fibula vascularisée, le duo fibula-paquet vasculo-nerveux fibulaire, ce qui paraît assez logique, mais ce n'est pas toujours facile, notamment lorsqu'il y a des grosses veines fibulaires. Et puis, peut-être faire très attention à l'absence d'artère fibulaire, ce qui existe assez rarement. Dans notre expérience, nous avons rencontré ce cas une fois. C'est un cas assez ancien pour lequel nous avions une artéographie. On voit sur l'artère ici qu'il n'existe pas d'artère tibiale postérieure et que l'axe fibulaire vient ensuite croiser la face postérieure du tibia pour revenir dans le canal tarsien. D'ailleurs, je ressors ici une étude dont Michel Germain avait été co-auteur à partir d'une expérience de 40 membres. Vous voyez, on voit qu'il existait dans un cas l'absence d'artère fibulaire. Non, pardon, l'absence d'artère tibiale postérieure avec une artère fibulaire constante. Dans la littérature, en 2006, encore un cas rare de péronéum magna, c'est-à-dire une grosse fibulaire et l'absence fibulaire postérieure. Alors, la conséquence de tout ceci, c'est qu'il faut bien entendu avoir une imagerie préopératoire et qu'en absence d'imagerie préopératoire, ben, si on doit prendre une fibula, l'idéal, ce serait bien entendu, après avoir abordé la fibula par voie postérieure, de vérifier l'existence d'une artère tibiale. L'idéal étant, bien entendu, en préopératoire, de demander systématiquement une imagerie, en sachant que dans un cas sur 40 environ, il existe un défaut d'artère tibiale postérieure. Alors, quelles sont les indications essentiellement que nous avons retenues? Bien entendu, les grandes paires de substances des os longs, et en particulier ici la fibula, c'est un transfert réalisé en humanitaire. Comme quoi, en humanitaire, on peut faire des interventions de ce type-là sur une paire de substances qui faisait 9 cm. 9 cm, c'est beaucoup pour un greffon classique. L'humérus est également pourvoyeur de ce type de transfert, comme ici, c'est une séquelle de plaie par projectile qui nécessitait une ostéosynthèse, une fibula libre vascularisée et ensuite un transfert, triple transfert pour paralysie radiale, parce que le nerf radial avait été emporté dans l'accident. Une autre pseudarthrose itérative après infection chez une patiente pour laquelle une fibula vascularisée a été réalisée avec une ostéosynthèse longue de l'humérus. On peut aussi y associer des transferts composites, bien entendu. En chirurgie plastique, vous connaissez ça. Transfert composite avec un fragment de muscle ou de peau. Ici, c'était un transfert composite suivi ensuite d'un transfert pour paralysie radiale. Nous avons une expérience qui a duré quelques années suite aux publications de Urbaniak dans Caroline du Nord de fibula vascularisée dans le cadre d'océonécrose de la tête fémorale. Cette expérience a duré un certain nombre d'années.
Et cette expérience s'est arrêtée au bout d'un certain nombre d'années, puisque le résultat était moins bon que les prothèses de hanche, en sachant que l'idéal dans ces interventions est de proposer cette intervention dans les cas de avant le collapsus de la tête fémorale. J'ai regardé la littérature en venir ici et je me suis aperçu que c'est des indications plutôt en diminution actuellement, très peu en France. Je crois qu'on était pionnier dans le service à l'époque. Et puis, en fait, on s'aperçoit que le taux de bons résultats, très bons résultats des prothèses totales de hanche, avec reprise très rapide de la marche, sont bien supérieurs à ces transplants qui nécessitaient, la plupart du temps, 3 à 6 mois de piquillage. Avec ici, par exemple, le cas d'un patient qui, 4 ans après, avait conservé sa tête fémorale. Une autre indication au niveau du tibia, c'est un chondrosarcome pris en charge avec résection complète de la partie distale du tibia et avec ensuite transfert de fibula qui s'est tibialisé, puisque la fibula est très mince, fragile, avec risque de fracture, et la fibula mise en place du tibia s'est tibialisée, permettant d'avoir une très très bonne solidité. Un autre cas d'un patient pris en charge tardivement, à 1 mois, d'une nécrose cutanée après un accident de la voie publique. Il avait donc bénéficié d'un lambeau gastro-acnémien. Et puis ensuite, devant l'absence de consolidation, ce patient a une fibula protibia dans un premier temps qui n'a pas donné de résultat, après des greffes osseuses classiques conventionnelles. Et ensuite, une fibula vascularisée qui a été la dernière tentative 7 ans avant de proposer à ce patient une amputation. Un autre cas d'hémangiome cercoïde au niveau de la main multirécidivant, traité par un lambeau fibula bifolié vascularisé, avec à l'époque une plaque de calcanéum sur mesure, mais aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès avec les matériaux mini-invasifs de la main. Un cas intéressant, une bonne indication à mon sens, c'est la clavicule. On a eu quelques cas de pseudarthrose de clavicule, de nécrose claviculaire, ou même de résection de clavicule, traité par fibula vascularisée. Gros avantage, c'est que le pédicule très fin, enfin, le pédicule receveur est tout près du pédicule donneur, en sachant que l'on fait en général une anastomose termino-latérale sur un vaisseau principal et que la difficulté est la veine, puisque ce sont en général des veines de gros calibre qui sont pas très jolies, pour lesquelles on a quelquefois des difficultés d'anastomose. Alors, on a aussi en application de fibula pédiculée, alors soit à retournement proximal, et là, dans ces cas-là, on peut traiter des pertes de substances osseuses au niveau de la partie distale du fémur, soit divisé en deux, soit ou pas, ou alors associé à un lobodémie solaire. Et puis, on a aussi des applications en fibula retournée en distalité. Ça, c'est pour des pertes de substances osseuses au niveau de la cheville, à laquelle on peut associer d'ailleurs un lobo musculaire s'il le faut. Voilà ici, par exemple, un patient multi-opéré après une nécrose du talus post-traumatique qui a bénéficié d'une arthrodèse en été une fibula vascularisée, arthrodèse avec varus de l'arrière-pied, mais comme le pied était arthrodésé, il n'y a plus de conséquences fâcheuses, fort heureusement. Donc, vous voyez, on a des applications qui sont multiples, avec une série qui vous montre que finalement, au niveau des pertes de substances des os longs, on peut avoir plusieurs types d'indications. Ça reste des indications relativement rares, malgré tout, et qui sont je dirais, en contrebalance avec d'autres procédés, on verra tout à l'heure, avec des complications qui ne sont pas négligeables. Nous n'avons pas eu de fracture de fibula, par contre, une fracture de fatigue du tibia, ça c'est exceptionnel. Très peu d'infections, superficielles une, profonde non. Mais par contre, on a des greffes osseuses complémentaires sur un des sites, c'est arrivé 5 fois, un échec sur un numérus qui a été repris par une technique décrite par Alain Charles Masquelet. Alors, on va dire qu'en traumatologie, la reconstruction de toute perte de substance majeure du membre supérieur et du membre inférieur peuvent bénéficier de ce type de transfert. Et au niveau de l'orthopédie, bien sûr, les tumeurs diaphysaires ou épiphysaires. Alors, je vous ai montré un cas de chondrosarcome. C'est un cas assez ancien. Nous ne faisons pas de tumeurs, nous ne faisons plus de tumeurs. On n'a jamais fait beaucoup de tumeurs, et donc nos cas sont en général envoyés sur Rennes, Nantes, Tours ou Paris. Et les ostéonécroses de la tête fémorale sont des indications qui, à mon sens, sont en perte de vitesse, en tout cas, qui n'existent pas, en tout cas, sur le territoire. Alors, il y a 2 questions qui se posent pour terminer. C'est la place de la fibula. A-t-elle une place? Oui, sans doute, dans les pertes de substances assez importantes, au-delà de 5-6 cm, puisque la greffe conventionnelle de crête iliaque a ses limites, notamment vu la morphologie de la crête iliaque. Elle a ses indications, à côté d'autres indications, bien entendu.
Et là, je vous montre une étude, un travail qu'on avait fait, enfin, on avait donc, j'avais participé à une table ronde avec Alain Charles Masquelet et d'autres éminents collègues en 2010, qui montrait déjà qu'à cette époque-là, on avait des indications dans les pertes de substances osseuses des os longs, et ben de la membrane induite, qui avait dans le collectif de patients recueillis pour l'étude 41% d'indications, alors que le transfert vascularisé de fibula avait des indications moins courantes, sans doute liées au fait qu'il fallait des sutures microchirurgicales. Et puis, on pouvait retenir aussi dans les indications qu'au-delà de 5-6 cm, le transfert de fibula vascularisée était à privilégier, mais bien entendu, la membrane induite, dont les indications étaient limitées par la quantité d'os morcelés. Alors, on pouvait y associer os autologue et os substrat osseux, mais sinon, utiliser ce qu'on appelle le RIA aujourd'hui. Et puis, la seconde question, c'est la place de la fibula non vascularisée. Je pourrais même dire quelle est la place de la fibula vascularisée de nos jours. Alors, on sait que chez l'enfant, ça marche très bien. On sait que l'enfant régénère très bien sa fibula lorsqu'on garde le périglance des suture à la fin. Et au niveau des os longs, ben, on a quelques études qui nous montrent, vous voyez, c'est des études récentes, 2021-2024, qui nous montrent que finalement, dans les transferts, dans les pertes de substances des os longs, notamment de l'humérus, les résultats entre fibula vascularisée et non vascularisée sont relativement équivalents. Alors, je conclurai en disant que, bien sûr, respecter les règles de prélèvement, que l'imagerie en préopératoire est toujours aussi indispensable pour éviter les accidents, notamment prélever un péroné en l'absence de tibiale postérieure, ce qui serait terrible. Alors, faut-il proposer des fibulas non vascularisées? Et il est vrai que dans la chirurgie tumorale, notamment au niveau de l'épaule, ce sont des techniques qui sont assez utilisées. Et il y a peut-être un élément qui permet d'expliquer ça, le succès des greffes non vascularisées en traumatologie, c'est le site donneur, le site receveur plutôt, la qualité du site receveur, mais aussi le progrès des os sous synthèse, notamment par les plaques virouillées, qui ont permis d'obtenir des très bonnes stabilisées. Et puis, il partage ses indications, bien sûr, avec d'autres techniques pour traiter les défects osseux, que sont la crête iliaque dans les petites pertes de substance et la membrane induite qu'a décrite Alain Charles-Masquelet et Pellissier, qui garde des indications aujourd'hui très, très fréquentes en traumatologie. Je vous remercie. C'est une présentation extrêmement claire, merci. Et je pense qu'on a le temps pour une ou deux questions. Je peux commencer Oui, avec les questions. Oui, Sodel. Oui, je voulais savoir, dans les péronées vascularisées, moi j'ai beaucoup suivi ça au niveau du col du fémur, est-ce qu'il y a eu des études pour montrer que le péroné restait vascularisé? Enfin, quelle était la fonction des anastomoses artérielles? Parce que je me disais toujours, ça doit quand même être très, très compliqué, d'une part à implanter, puis d'autre part, faire les sutures et puis les vaisseaux de voisinage, il n'y en a pas tellement, quoi. Oui, c'est vrai. Il y a eu des études, très très peu d'études sur le sujet. Ce sont des études très anciennes et qui ne permettaient pas de conclure de manière très formelle sur l'état de vascularisation de la fibula ou pas. Et concernant la profondeur, enfin la suture microchirurgicale, elle est difficile. On est en profondeur, on est sur la circonflexe iliaque antérieure. C'est une des chirurgies, enfin, un des temps chirurgicaux les plus difficiles. On associe au fait que la préparation du col fémoral est difficile. Il faut s'approcher de l'interligne cosso-fémorale le plus près possible sans faire des fractions. Donc, c'est des temps chirurgicaux difficiles que vous connaissez peut-être, sans doute même. Et donc, la suture microchirurgicale, c'est vrai que c'est difficile. Et quant à la perfusion de la fibula, c'est quelque chose qui m'a toujours interloqué. Par exemple, dans notre série, on a eu 70% de succès. Dans une série récente que j'ai regardée hier, notamment une série turque, dans le cadre de océonécrose au stade de pré-collapsus, c'est le taux de succès qu'on pouvait avoir. Et les auteurs annonçaient des résultats honorables. Quand on voit aujourd'hui donc les arthroplasties hyperprothèses totales du hanche qui donnent des résultats excellents, je pense que avoir un taux de succès de 70%, c'est difficile à accepter. Et donc, je n'ai jamais su si c'était un échec vasculaire ou si c'est un échec parce que la nécrose de hanche, notamment au stade de pré-collapsus, avait évolué vers le collapsus. C'est très difficile. Donc, pour répondre à votre question, je n'ai pas de réponse formelle, malheureusement. Rapidement, trois points. Je crois qu'il faut insister davantage sur le Doppler, pré, per et post-op. Le deuxième point, la fibula retournée. J'opère avec des chirurgiens vraiment confirmés. On n'est jamais arrivé à le retourner pour reconstruire le fémur.
Et puis le troisième point, c'est l'enfant. Je crois que vous n'opérez pas d'enfant. Dire un mot de la reconstruction après prélèvement de l'os chez l'enfant, il faut le reconstruire. Quand on prélève la fibula chez l'enfant, on incise le périoste, on enlève la fibula, on referme le périoste et la fibula se reconstruit elle-même. On l'a reconstruit. Juste un détail. Nous, on l'a reconstruit avec une baguette de tibia prélevée du même côté. Et c'est vrai qu'on reconstruit parfaitement. Merci.